C'est un coup de tonnerre dans le paysage politique du pays. Dans une déclaration publiée sur son compte Facebook, l'ancien et populaire préfet d'Abidjan, M. Vincent Toby Irié, a annoncé sa candidature à l'élection présidentielle d'octobre prochain. Pourquoi cet engagement? Cette candidature rebat-elle les cartes du scrutin à venir? Quelle vision le désormais candidat a-t-il de la Côte d'Ivoire et quel projet entend-il proposer aux Ivoiriens? Vincent Toby Irié est l'invité exceptionnel de cette info. Vous êtes dans Droit dans les yeux. Bonjour Monsieur Toby. Bonjour Monsieur Dinasira. Bienvenue sur le plateau de Droit dans les yeux. Beaucoup de questions se posent après votre déclaration de candidature à l'élection présidentielle et je vous remercie d'avoir réservé vos premières explications et réflexions à cette info. Depuis quand, Monsieur Toby, mûrissez-vous cette idée de vous présenter au suffrage des Ivoiriens et quand vous est-elle apparue comme une évidence? J'ai exercé des fonctions, merci d'abord pour l'invitation, merci à cette info, merci à vous-même. J'ai exercé des fonctions nationales et internationales, mais également dans le milieu associatif en tant que participant à des initiatives locales, communautaires. Et dans le cheminement, il m'est apparu, disons, évident que certains problèmes, certaines réalités requéraient une contribution au débat politique. Donc, au fur et à mesure du cheminement, nous avons essayé de concrétiser cette vision et nous l'avons formalisée tout en écoutant les populations. Nous pensons qu'il est important aujourd'hui que toutes les contributions au débat politique, au débat public, nous pensons que ces contributions sont nécessaires pour faire avancer notre pays. Contribuer au débat public et se présenter à une élection présidentielle, c'est un saut qualitatif, si je puis dire, qui n'est pas anodin. Oui, mais je pense que je contribuais déjà au débat public, par mes positions, par mes interviews, par mes écrits. Maintenant, je le fais aujourd'hui en tant que participant au débat politique d'un certain niveau. Quelles réflexions, quels constats vous ont amené à cette évidence que vous devez franchir ce pas? Monsieur Dinasira, quand vous prenez les chiffres des dernières élections en Côte d'Ivoire, disons depuis 15 ans, depuis 2010, 2015, 2020, 2021, 2023, vous vous rendez compte qu'il y a environ 4,5 millions d'Ivoiriens inscrits sur la liste électorale qui n'ont jamais voté. 4,5 millions au moins. Nous sommes aujourd'hui, selon les listes provisoires présentées par la Commission électorale, à environ 9 millions d'électeurs. Le taux de participation aux dernières élections locales s'évalue autour de 37%. Donc ça veut dire quoi? Que la moitié des électeurs pour les dernières élections, y compris les nouveaux inscrits, cette moitié n'a jamais voté. Qu'est-ce que ça veut dire? Qui sont ces électeurs qui ne votent pas? Pourquoi ils ne votent pas? Où sont-ils? J'en déduis qu'il y a une aspiration qui n'est pas encore satisfaite. On dit qu'il y a des partis puissants, des partis forts, des partis historiques, des partis qui ont une certaine prégnance sur la vie politique. Et pourtant, il y a la majorité des électeurs inscrits qui ne votent pas. Et donc, nous voulons comprendre pourquoi cette majorité ne vote pas. Nous voulons comprendre les aspirations et y répondre. C'est pour cette raison que nous nous présentons comme cette voie-là, cette troisième voie, qui peut être un peu plus à l'écoute de cette majorité pour accroître la participation. D'une certaine manière, quand on suit votre parcours de haut fonctionnaire ivoirien, exerçant en Côte d'Ivoire, à l'étranger aussi, vous l'avez dit, de préfet d'Abidjan, puis après votre démission de votre engagement sur le terrain dans une organisation de la société civile que vous avez créée, Homme Nouvelle, on a le sentiment que d'une certaine manière vous vous préparez depuis longtemps à cette décision que vous venez d'annoncer de briguer la magistrature suprême. Pourquoi était-ce maintenant le bon moment? Vous vous sentez prêt? J'ai toujours participé à la vie publique, hein, ça il faut que le sachiez. Vous avez parlé de mes fonctions internationales. Les fonctions internationales étaient justement la gouvernance, les élections, la reconstruction post-crise, c'est tout ce que je fais. Donc je participais à des processus politiques en dehors de Côte d'Ivoire, des processus politiques de haut niveau, rédaction des constitutions,
organisation des transitions, reconstruction des États ruinés ou des États en faillite. Et donc, j'ai toujours participé, toute ma vie internationale, et je dirais aussi ma vie nationale, ça a été cela. Une expertise que personne ne peut vous contester. Non, on peut. Mais sur le tempo, sur le moment, vous êtes jeune, on peut se dire que bon, pourquoi 2025 et pas 2030, vous voyez? Oui, mais d'abord, je vais vous parler de l'expertise. Et donc, ici, en Côte d'Ivoire, je n'ai fait que ça. Je travaillais dans un département ministériel qui était aux prises avec ces réalités. J'ai exercé des fonctions locales. Et donc, toute cette expérience, pour moi, il y a un aboutissement normal. C'est de contribuer à la vie politique. Maintenant, vous venez d'aborder la question de l'âge. Mais il n'y a qu'en Côte d'Ivoire qu'on voit quelqu'un qui a 55 ans, qui veut être candidat à la présidence, même pas président, candidat pour l'instant à la présidence de la République. On trouve que c'est trop tôt. On juge certaines personnes qui ont 70 ans trop pressées. Mais à ce rythme, en Côte d'Ivoire, on risque d'avoir des gens de 30 ans, 40 ans à la maternelle ou à l'école primaire. Oui, mais il y a des grands États, tels que la Nouvelle-Zélande, où les premiers ministres ont la trentaine. Il y a des grands États tels que la France, des présidents ont la quarantaine. Des États puissants comme les États-Unis, où le président est élu à 48 ans. Et nous, on continue de croire que quelqu'un qui a 55 ans ou 70 ans est pressé. Mais peut-être que ceux qui sont devant aussi sont moins pressés de partir. Voilà pourquoi ceux qui sont en bas sont pressés. Alors, ce que je veux dire, c'est que l'appel à l'exercice d'une fonction publique est un appel intérieur, c'est une contribution. Et le timing est un timing de chacun. Et en vous vous fonction des sentez réalités. prêt à cela? Oui, je suis prêt à cela. Je suis prêt à cela pour plusieurs raisons. C'est personnel, c'est spirituel, c'est la vocation de service à la communauté qui a commencé depuis mon enfance. C'est la préparation qui a été faite, c'est la conception, c'est la vision, ce sont les équipes, ce sont les hommes et c'est le contexte du moment. Et je pense que je suis prêt. Petite checklist. Donc vous avez 55 ans. Vous êtes bien ivoirien? Je l'espère. Pas de mauvaise surprise? Je l'espère. Est-ce que vous aurez vos parrainages? Parce que ce n'est pas facile d'avoir le système de parrainage des candidats à l'élection présidentielle dans plusieurs départements, un pourcentage du corps électoral. Ça va se faire? Oui, techniquement, vous savez, on avance aujourd'hui. Toutes les technologies sont utilisées aujourd'hui dans les élections. Dans la théorie, dans la pratique, il ne nous est pas compliqué d'avoir nos parrainages. Mais le principe même du parrainage, et peut-être qu'on va avoir une autre émission pour développer cela, le principe du parrainage est aujourd'hui problématique. Parce que le parrainage, aujourd'hui, tel qu'il est présenté, il est prohibitif, il est restrictif. Parce que vous avez le parrainage, vous avez une caution qui est très élevée. Alors ce sont les systèmes utilisés. Les 50 millions de caution, ça va aller aussi? Quand on sera à cette étape, vous saurez ce qui va se passer. Mais sur le parrainage, je vous invite à faire une émission sur laquelle je vais développer les éléments pour que le parrainage ne soit pas le centre, mais les principes électoraux. Mais c'est aussi important d'avoir un système qui évite les candidatures farfelues, il faut le dire. Mais écoutez, un pays comme la République démocratique du Congo, qui a 43 millions d'électeurs, a 26 candidats aux élections présidentielles, où il n'y a pas de parrainage. Oui, bon, c'est l'une des la nation francophone la plus forte d'Afrique. Oui, c'est peut-être trop. Il y a environ 8 pays d'Afrique qui ont des parrainages, mais il y a des degrés divers. Il y a le Kenya qui a son parrainage, mais c'est un parrainage qui mélange. Est-ce que je dois entendre ethniques. en creux que vous avez une inquiétude sur votre parrainage? J'ai aucune inquiétude sur mon parrainage et ça fait partie de la préparation. Ça fait partie de la préparation. Mais les dernières décisions prises pour modifier le parrainage amènent à se poser des questions. On ne fait pas une élection. Une élection n'est pas un instrument de blocage d'une vie politique. C'est un instrument d'expression. C'est ça qui constitue le socle de l'unité. Il faut qu'on le comprenne. Ce n'est pas un moment d'exclusion, de restriction. C'est un moment d'explosion de la volonté populaire. Et donc, il faut prendre cela en compte dans toutes les mesures, dans toutes les dispositions de la loi ou des règlements électoraux. Comment est-ce que vous vous positionnez dans cette course? Pour le dire clairement, est-ce que vous êtes un opposant au pouvoir actuel, au président Ouattara, ou est-ce que vous êtes autre chose? Vous avez parlé de troisième voie. Vous pouvez m'expliquer ça? Vous savez, c'est des idéologies héritées de la pratique politique africaine et je dirais même mondiale. Opposition, parti au pouvoir. Non, je dis, M. Dinasira, que quand vous prenez la liste électorale provisoire publiée par la Commission électorale, il y a aujourd'hui environ 4,5 millions d'Ivoiriens inscrits sur les listes électorales qui n'ont jamais voté. Pourquoi ils n'ont jamais voté? C'est ce à quoi je vais répondre. C'est, je suppose, les aspirations qui m'ont retenu, que j'ai écouté, qui m'amènent à être. Et si cela s'appelle la troisième voie, oui, nous sommes la troisième voie. Alors, si je le pose différemment, est-ce que vous vous placez dans une continuité ou dans une rupture par rapport à l'ère Ouattara?
Ah oui, ça, il faut éviter de faire la politique d'affrontement. Cette confrontation qui a marqué la vie politique ivoirienne. Il y a des éléments positifs et très positifs de toute la gouvernance. D'ailleurs, dans ma déclaration de candidature, on y reviendra. Je l'ai souligné. Effectivement, on y reviendra. Alors, chaque génération bâtit. Et la rupture et la continuité s'inscrivent toujours dans un contexte de conflit, d'affrontement. Non, il y a eu des réalisations par les différents pouvoirs, par les différents régimes. Et ce n'est pas la première fois que j'aurais loué des réalisations du régime du président Alassane Ouattara. Parce que vous voyez le CEO qui vient de finir, vous voyez les éloges de la Côte d'Ivoire. Et il y a un autre niveau maintenant d'achèvement qui peut continuer. Chaque pouvoir accompli fait ce qu'il peut dans un contexte particulier et les générations qui arrivent construisent sur ce qui a été déjà fait. Donc, rupture, continuité, nous ne nous plaçons pas dans ces perspectives, mais nous voyons notre contribution comme étant une bonification du travail qui a été déjà fait par tous les régimes, par tout le pays, par tout le peuple, mais également par tous ces présidents qui ont précédé. Vous faites cette annonce de candidature sans même savoir si le président Ouattara se représentera ou pas. Est-ce à dire que, quel que soit le futur candidat du RHDP, votre décision est irrévocable? Oui, bien sûr. Quand on prend la décision de se présenter, c'est qu'on analyse un certain nombre de facteurs. Et encore une fois, ce n'est pas une candidature qui vient pour ou contre le président Alassane Ouattara. Je vous dis, j'ai énormément de respect et tout le monde le sait pour le président Alassane Ouattara qui a toujours été un modèle pour nous. Et personnellement, je n'ai jamais eu un mot mal placé à l'endroit du président de la République que je respecte. Mais c'est la situation normale de la vie. C'est la chaîne naturelle. Un arbre, il éclore, il grandit, il fait des fruits, il s'en va, d'autres arbres naissent. On ne peut pas nier le cycle de la nature. Et nous sommes dans ce cycle de la nature. Demain, nous ne serons plus là, d'autres personnes nous verront. Et c'est une chaîne qui ne s'arrête pas. Et donc nous respectons le président Ouattara. Notre candidature n'est pas contre le président Ouattara du tout. Notre candidature est une expression d'une autre voix au milieu de l'ensemble des expressions des choix politiques en Côte d'Ivoire. Vous voyez où je veux en venir. Je vais mettre les pieds dans le plat. Vous avez, on va dire que vous avez servi ce gouvernement en tant que directeur de cabinet du ministre de l'Intérieur, en tant que préfet, et qu'aujourd'hui, d'une certaine manière, vous lui tournez le dos, ou certains vont l'interpréter comme ça. C'est pourquoi vos propos, me semble-t-il, sont importants. Mais est-ce qu'il n'y avait pas une autre façon de continuer à servir ou de continuer à contribuer au débat public aux côtés du gouvernement actuel, par exemple? Le président Alassane Ouattara, je répète que je respecte beaucoup, a servi la Côte d'Ivoire en tant que Premier ministre, mais avant ça, il était président du comité de privatisation, il a servi la Côte d'Ivoire. Il est parti du gouvernement dans les conditions qu'on sait, et il est rentré, il a créé son parti, il a eu un parti d'opposition, et il s'est opposé en tant que structure politique au gouvernement. Il était dans le gouvernement, il est sorti, le gouvernement a continué, le parti même auquel il appartenait a continué à vivre. Le président Laurent Gbagbo a été également, il a dirigé l'Institut d'histoire d'art et d'archéologie, qui est une section de l'administration. Il en est parti, il a un parti d'opposition. Le PDCI a fait pratiquement partie de tous les gouvernements depuis jusqu'à ce jour. Et donc, ce que je veux dire, c'est que exprimer une voix n'est pas par opposition à une voix existante, mais par contribution à cette voix-là. Donc, si aujourd'hui je décide de m'intéresser à la politique à un niveau un peu plus élevé, ce n'est ni en confrontation, ni en contestation, mais c'est en contribution des idées que nous véhiculons, nous, moi et tous ceux qui se reconnaissent dans cette option-là. Donc, il faut arrêter de voir dans tout engagement politique cette manifestation de colère. Non, nous voulons cette rupture-là. Nous voulons que demain, n'importe quel Ivoirien se lève et contribue à la vie politique. Justement, quel type d'alternative comptez-vous, vous, incarner? Vous abordez la question certainement de mon projet de société, n'est-ce pas? On va y venir, oui. On y vient doucement. Mais je veux dire, vous annoncez, parce que dans votre vidéo que vous avez publiée, vous parlez de perspectives nouvelles. Vous souhaitez rompre avec les méthodes, je vous cite, de la petite caste de politiciens professionnels. Donc, vous incarnez une alternative. Je parle plus de la méthode encore que du fond. Le fond, on va y venir. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Comment faudrait-il changer dans la manière de faire de la politique? D'accord. Il y a une petite caste de politiciens professionnels, vous le savez. Il y a des politiciens, de l'opposition comme du pouvoir, qui sont convaincus que la vie politique leur revient, qui sont gênés quand des jeunes ou des personnes veulent être maires, veulent être députés, veulent être présidents de conseils régionaux,
Il y a des gens qui sont convaincus, qui sont nés en Côte d'Ivoire pour incarner un pouvoir éternel et que d'autres sont là pour être que des électeurs ou des spectateurs. Et cette petite caste de politiciens professionnels, tous les Ivoiriens les connaissent. C'est eux qui occupent, c'est eux qui animent, c'est eux qui refusent l'entrée, c'est eux qui agitent des menaces ou des épouvantes en face de tous ceux qui ont envie de participer à une vie professionnelle. Mais il faut arrêter cela. Parce qu'il y a tellement, et je le répète, ce que j'ai dit dans la vidéo, la Côte d'Ivoire est pleine d'initiatives, d'expertise, de bonne volonté, de cœur, qui peuvent se mettre à la disposition du développement en Côte d'Ivoire. Mais à cause de l'environnement ambiant, de violence, c'est difficile. Aujourd'hui, par exemple, moi je vous dis, je suis candidat à la présidence de la République, mes amis ne m'appellent plus. Plus personne ne vous appelle parce qu'on a peur. Des gens me disent, ah, vous savez, c'est très dangereux. Mais pourquoi? Parce qu'on a créé un environnement violent de vie politique, de contestation, d'opposition, de rejet. Et c'est regrettable qu'un pays en arrive là, parce qu'on tue toutes ces initiatives, toutes ces capacités qui sont rejetées, parce que les gens ont peur de rentrer dans l'arène publique. Et qu'est-ce qui va se passer? Ce seront les plus violents, les turiféraires, les faucons, ceux dont la voix porte plus, qui vont occuper la scène politique, au lieu d'être ceux qui ont le plus d'idées pour développer la Côte d'Ivoire. Alors justement, à quoi ressemblerait une gouvernance Toby? Je pense que là, on fait maintenant la jonction sur le projet de société. Je vais vous le dire en une seule phrase. Nous voulons verser une âme dans le béton qui a été coulé. Âme, A-M-E. Nous voulons verser une âme dans le béton qui a été coulé. Donc de l'humain, de la spiritualité Exactement, de l'humain. L'humain, ça veut dire quoi? La Côte d'Ivoire fait un grand progrès. Et je le dis, je le répète, il faut féliciter les gouvernants actuels, il faut féliciter le président Alassane Ouattara qui a mené un certain nombre de réformes dans ce pays. Et aujourd'hui, vous voyagez du nord au sud, vous voyez. Mais vous trouvez que ça manque de... Non, mais ce n'est pas que ça manque. D'humanité. Et c'est pourquoi je parle de complément. Un régime, un homme, un pouvoir a fait ce qu'il avait à faire. Maintenant, il faut continuer cela. Et nous proposons maintenant d'y apporter cette humanité. L'humanité, ça veut dire quoi en matière de gouvernance? Ça veut dire l'emploi des jeunes. Ça veut dire... L'emploi des jeunes. Il n'est un secret pour personne que beaucoup de jeunes aujourd'hui sont dans des situations qui les amènent à douter. On a l'immigration, on a tout ce à quoi vous assistez. L'humain, l'âme qu'il faut couler dans le béton, l'âme qu'il faut verser dans le béton, c'est la sécurité, c'est la cohésion, c'est l'unité, c'est la moralisation de la vie publique. L'âme qu'il faut verser dans ce béton, c'est la justice sociale et la justice tout court. L'âme qu'il faut verser dans le béton, c'est la démocratie. C'est qu'il n'y ait pas des élections violentes, qu'il n'y ait pas de restrictions. Enfin, cette âme qu'il faut verser dans le béton qui a été coulé, c'est la liberté. Quand on parle de liberté, ce n'est pas seulement la liberté d'aller devenir, mais c'est la liberté de créer, c'est la liberté d'ingénier. Mais vous pensez sincèrement qu'aujourd'hui, il manque de tout ça? Il manque une bonne partie de tout ça. Et ce n'est pas moi qui le dis. Prenez les indices Bouygues 2024. On a reculé de 4,5 points sur la question de la gouvernance inclusive. On a reculé de 2,5 points sur la question des libertés. Regardez les rapports, le dernier rapport de Amnesty International, regardez le rapport de Human Rights Watch, regardez comment la Côte d'Ivoire a été traitée au Conseil des droits de l'homme de Genève il y a quelques mois de cela. Ce n'est pas moi qui le dis. Et vous-même, regardez dans l'espace public, vous voyez dans les réseaux, dans les expressions. Et je veux dire, ce que nous voulons faire, c'est de compléter ce qui a été déjà fait. Peut-être que le régime actuel a travaillé dans un contexte particulier. Nous disons que nous voulons compléter ce travail, mais en y mettant cet humain-là. Mais ça ne veut pas dire que nous faisons abstraction des questions de développement. Ça va de soi. La Côte d'Ivoire regorge de talents, d'administration très forte, dont je fais partie. Et cette administration a conçu le développement pour les 30, 40, 50 années à venir. Donc, sur ce plan-là, il n'y a aucune inquiétude. Les questions infrastructurelles et tout ce qui entoure, santé, école, routes, hôpitaux, ça, c'est des priorités absolues. Mais alors, dans ça, il faut maintenant apporter les dimensions que je viens d'énumérer. Deux, trois petites questions purement politiques avant de développer vos propositions. C'est le débat qui agite aujourd'hui la classe politique et même peut-être un peu la société ivoirienne. La décision prise par la justice de radier M. Tidiane Thiam de la liste électorale, l'empêchant par là même de se présenter à un scrutin présidentiel. Est-ce qu'elle a joué un rôle dans la prise de votre décision? Est-ce que vous y avez vu, en d'autres termes, une opportunité ou un espace qui s'ouvrait à vous? Ah non, cette décision de se présenter est une décision, je vous l'ai dit tantôt, qui est le résultat d'un certain parcours. Nous avons toujours souhaité un espace politique ouvert. Et donc, la présence d'un joueur n'éteint pas la présence des autres joueurs. Donc, ça rien à voir. Mais revenons un peu sur la question du président du PDCI. Vous pensez qu'elle est justifiée, cette décision de justice oui, concernant M. Thiam? Il y a deux aspects de la question. Le premier aspect, je ne suis pas compétent parce que je ne suis pas juriste.
J'ai vu beaucoup d'analyses dans l'espace public, et je ne suis pas juriste, je ne peux pas m'inviter dans un débat pour lequel je n'ai pas les arguments techniques. Mais moi, je dis qu'il faut placer le problème sur un niveau politique, qu'il s'agisse de M. Diam, qu'il s'agisse de tous ceux qui ont été cités là, des grands acteurs, notamment M. le président Laurent Gbagbo, l'ancien président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, de Charles Bégoudé, et de tous les autres. Quand vous arrivez à un moment d'une nation où une question particulière divise et met à risque la stabilité, la cohésion de l'État, le politique devient supérieur. La loi est faite pour gouverner notre société. Quand la loi commence à être problématique pour la stabilité, cette loi-là, il faut la revoir. Et ce ne serait pas la première fois que la Côte d'Ivoire a fait un accord politique pour sa stabilité, pour l'avenir. Et je dis, je répète, je l'ai déjà mis publiquement dans les réseaux, il faut créer un espace d'inclusion totale. C'est peut-être la seule voie pour que notre pays renoue avec une forme de stabilité intérieure et que nous n'ayons pas tous les 5 ans à nous déchirer à cause des élections, à cause du pouvoir. Et moi, donc, je souhaiterais, vraiment, je profite de votre plateau, que vous soyez du RHGP, que vous soyez du PDCI, du FPI, du PPACI, de tous les autres partis, la Côte d'Ivoire est prioritaire par rapport aux chapelles, par rapport aux intérêts personnels. Et moi, je suis pour la Côte d'Ivoire, comme beaucoup d'autres Ivoiriens d'ailleurs. Et je dis, prenons les décisions politiques qui permettent de stabiliser notre État. Si je vous comprends bien et que j'essaye de résumer votre pensée, vous n'aimeriez pas participer à un scrutin où plusieurs poids lourds seraient absents, et même si juridiquement cela paraîtrait fondé, vous souhaitez qu'on dépasse cela et qu'on les fasse entrer dans le système. Je ne sais pas si j'ai bien compris votre question. Vous voulez dire est-ce que je vais aller jusqu'au bout? Parce que, non, je veux dire que ça vous gênerait de participer à un scrutin où ces gens-là ne participeraient pas. Vous savez, le terrain politique ivoirien est mouvant. Moi, j'ai foi, honnêtement, j'ai foi en la capacité de la Côte d'Ivoire de changer actuellement l'ordre des choses. J'ai foi en la capacité du président de la République à un moment donné de regarder cette arène politique, ce pays auquel il a contribué. Mais comment est-ce qu'on fait pour mettre la politique? J'ai foi que les choses peuvent changer parce que c'est des décisions politiques qui peuvent changer cet état de fait. Et cette sous quelle forme? Qu'est-ce que vous voyez? Toutes les décisions, ce n'est pas la première fois, M. Dinassira. Il y a des décisions de justice pour lesquelles le président de la République a un certain levier. Il y a un certain levier. Il y a des décisions de justice pour lesquelles la raison supérieure de la nation est plus forte que l'exécution d'une loi qui divise. Est-ce qu'il faudrait une loi d'amnistie ou est-ce qu'il faudrait que le président prenne une amnistie? Je ne suis pas juriste, je ne sais pas les instruments, mais je dis que si nous plaçons la question sur l'angle politique, tout est possible pour créer la stabilité de cet État et ouvrir. Vous demandez quand on a développé la réintégration de tous ces gens, en fait. Je souhaiterais que tous ceux qui ont la capacité de concourir à cette élection puissent concourir. Et ça, c'est pour la Côte d'Ivoire. Ça n'a rien à voir avec la protection d'un pays. Je suis candidat aux élections présidentielles et j'aimerais bien que tous ceux qui sont appelés poids lourds, mais tous ceux qui ont un mot à dire dans le développement, dans l'opinion, puissent contribuer à cette compétition politique. À ce stade, est-ce que vous ne craignez pas d'apparaître un peu comme un candidat faire-valoir pour le candidat du jamais. pouvoir? Mais M. Dinassira, je ne sais pas, je connais quelques Ivoiriens, mais je ne fais pas de compromis sur mes convictions. Je ne fais pas de compromis. Vous savez qu'il est plus facile de ne pas être candidat que d'être candidat, parce que je vous ai parlé aujourd'hui de la situation où plus personne ne veut vous parler, parce que le système fait de vous déclarer. Donc vous n'avez plus de mal à avoir même des amitiés, à dire bonjour aux gens qui vous rejettent pour la simple raison que vous voulez contribuer à la vie politique. Comment on peut s'amuser à être un fait-valoir de qui d'ailleurs? Vous avez dit que j'ai tourné le dos au système pour lequel j'ai travaillé. Je serais fait-valoir de qui? J'ai mes convictions et derrière moi, il y a des dizaines, des centaines de milliers de personnes qui ont les mêmes convictions que moi et avec qui nous marchons. Je ne suis pas seul en train de porter cet idéal. Non, pas du tout. J'ai des convictions personnelles profondes. C'est un appel. Depuis mon enfance, je n'ai fait que travailler dans et pour le bien des communautés. C'est ça. Le jour où je serai plus de cette terre, ce que je voudrais qu'on retienne de moi, c'est que j'ai aidé le voisin du quartier, c'est que j'ai impacté un village, c'est que j'ai impacté une communauté. Mais pas ce que j'ai acquis comme matériel ou comme pouvoir ou comme titre. Ça ne m'intéresse pas du tout. Je veux être reconnu comme Vincent Aubirier qui a apporté quelque chose dans la nation ivoirienne ou à une petite communauté. Mais ce n'est pas tout cet artifice du pouvoir que je vois aujourd'hui qui m'intéresse. Et vous le savez très bien. Parce que nous aurions pu faire contribuer, je dis, rester dans une certaine ascension administrative et bénéficier de certains privilèges d'État. Non, je suis soucieux, c'est un sacerdoce pour moi, de contribuer, comme beaucoup d'autres personnes, à la vie de la Côte d'Ivoire. Non, je ne peux pas
être considéré comme un fait valable parce que j'ai une conviction, et cette conviction, je vais l'amener jusqu'au bout, dans le respect des lois de la République. Je suis avec M. Vincent Toby Irié et nous parlons de sa candidature à l'élection présidentielle et nous allons explorer le projet qu'il a élaboré pour la Côte d'Ivoire. Je voudrais revenir d'un mot sur la création d'Aube Nouvelle après votre démission à la fonction de préfet en 2020. Avec quel objectif vous avez créé cette organisation de la société civile que vous avez voulu proche des populations, ancrée sur le terrain? C'était quoi l'objectif? Je suis parti de mes fonctions et j'ai estimé que je ne pouvais pas croiser les bras, être assis, me complaire dans les fonctions que j'ai eues ou dans mes privilèges. Et donc, je continuais la vie que j'ai toujours menée, d'ailleurs, à l'international comme au national. Donc, parler aux populations. En plus, quand nous avons créé Aube Nouvelle en octobre 2020, il y avait une situation délicate en Côte d'Ivoire. Et donc, nous avons mis notre expertise au service de cette situation. Et nous sommes allés dans toutes les villes de Côte d'Ivoire, les 24 villes de Côte d'Ivoire, où il y a eu mort d'hommes, où il y a eu destruction. Pour prêcher la paix, nous avons mis en place des initiatives de paix, de proximité. Et donc, je veux dire, c'est la poursuite logique de ce que j'ai toujours fait dans ma vie, que j'ai fait là. Donc, c'était cela, c'était ce que nous faisions. Au passage, est-ce que vous allez transformer Aube Nouvelle en parti politique maintenant que vous êtes entré dans la politique active? La question ne se pose pas pour l'instant. Si vous suivez ma vidéo, si vous suivez mes interventions, je suis candidat indépendant. Je ne suis porté par aucun parti pour l'instant. Aube Nouvelle est une association qui a sa vie. Je suis candidat indépendant. Mais un candidat a toujours besoin d'une structure pour s'organiser, pour structurer sa campagne. C'est aussi une conception traditionnelle de la vie politique. Oui. Je vous répète. C'est ce que nous dit la science politique aussi. Non, la science politique ne dit pas ça. Il y a des théories de science politique qui sont dépassées. Je répète, il y a 4,5 millions d'électeurs qui n'ont jamais voté. Alors, un candidat indépendant, pourquoi ils ne votent pas? Pourquoi tous ces puissants partis politiques qui ont de l'argent, qui ont de l'histoire, qui ont de l'ancrage, n'arrivent pas à happer ça? Pourquoi ils n'arrivent pas à happer cet électorat qui participe? Et je parle seulement de ceux qui sont inscrits sur la liste. Mais vous savez que la Côte d'Ivoire a l'une des plus faibles populations électorales d'Afrique. Sur pratiquement 30 millions d'habitants. Les gens ne s'inscrivent pas. Nous avons 9 millions. Même, non seulement ils ne s'inscrivent pas, mais le peu qui s'inscrit ne vote pas. Donc la question du candidat indépendant, c'est aussi peut-être parce que les gens ne se reconnaissent pas dans les partis. Donc nous n'allons pas venir comme un autre parti encore, nous ajouter à la liste des partis qui ne font pas l'unanimité. Je parle de ces partis. Je comprends la logique. Voilà, donc nous voulons répondre à ces populations. Et les candidatures indépendantes, ce n'est pas nouveau. En Côte d'Ivoire, en 2023, pendant les élections locales, environ 22% des personnes élues sont des candidats indépendants. On avait également des candidats indépendants en mars 2021 pour les élections législatives. Et même en Côte d'Ivoire, il y a des candidats qui étaient à la tête de formation politique, mais qui étaient des candidats indépendants, même des présidents de la République. Donc, alors vous l'avez précisé, avec Aube Nouvelle, vous avez sillonné le pays en tous sens. Qu'est-ce que vous avez appris sur la Côte d'Ivoire et sur les Ivoiriens à travers tous ces voyages que vous avez faits à l'intérieur du pays? Nous avons visité, selon la dernière évaluation, au moins 504 localités et villages. Chaque année, nous faisons le tour complet de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire les 31 régions, les 2 districts. Et donc, nous avons suffisamment de contact avec les réalités. Et je ne parle pas des grandes villes où on dort dans les grands hôtels, non. Alors, je parle de nous coucher dans les cases des gens, de partager leurs repas, de faire des pistes de 80, de 100 km pour aller voir des populations. Et c'est cela, justement, qui a aussi contribué à tout ce cheminement. On sent qu'il y a quand même, et nous l'avons dit dans un rapport, que la Côte d'Ivoire se renouvelle. Il y a aujourd'hui des infrastructures qui ont été faites ici et là. Il y a quand même des structures. Le pays a avancé. Et ça, il serait de mauvaise foi de venir s'asseoir sur un plateau parce qu'on a des ambitions politiques, jeter du revers de la main. Un travail immense a été fait en Côte d'Ivoire. Et moi, on va le dire plusieurs fois, je travaille dans des pays en crise. Et que la Côte d'Ivoire soit arrivée 15 ans après sa crise à un niveau que nous voyons aujourd'hui comme ça veut dire qu'il faut féliciter. Et nous voulons bâtir pour la suite. Donc ce que nous avons senti, c'est cet espoir qu'il y a eu. Mais il y a aussi des populations qui sont toujours divisées. La réconciliation n'est toujours pas effective, au-delà de ce qu'on voit à Abidjan. Il y a des populations qui ne se parlent pas dans le même village. Il y a des populations désespérées parce que les ressources financières ne sont pas là. Il y a des populations qui ont des problèmes de terre, de foncier, sur lesquels nous avons écrit. Il y a des populations dont le stock de vie est détruit. Je parle de repassage et autres. Il y a des populations où des enfants qui ont des diplômes retournent au village. Il y a des populations qui n'ont pas de visibilité dans leur avenir. Et tout ça, c'est un travail progressif. Il y a eu un travail qui a été fait. Maintenant, toutes ces aspirations que je viens de noter,
sont des aspirations nouvelles et qui ne vont jamais finir d'ailleurs. Il y aura toujours des besoins à effectivement, remplir les enseignements que vous avez tirés de ces rencontres avec les populations sont évidemment forcément à la base de votre candidature, de votre engagement, de vos projets. Alors, quels sont, si on devait, dans les grandes lignes, hein, les grandes demandes ou les grands besoins que vous avez ressentis dans la population profonde, on va dire? Je répète, notre programme de gouvernance, notre programme de gouvernement tient en une phrase. Il faut verser une âme dans le béton qui a été coulé. Une âme, A-M-E. Et c'est ça essentiellement qui revient aujourd'hui chez les populations. La sécurité alimentaire, la sécurité de l'espace de vie, l'emploi des jeunes, l'éducation des populations, la moralisation de la vie publique. Et vous voyez de quoi je veux parler quand je parle de moralisation. De l'équité de chances d'accès aux fonctions publiques, de la justice sociale, et de la justice tout court, et de la liberté, de la démocratie. Et je pense que c'est ce qui peut poursuivre tout cet effort de développement. Et ce que je dis, c'est le constat de ce que j'ai fait dans pratiquement toutes les grandes régions de Côte d'Ivoire où je suis passé. Mais au-delà, cela est supporté par tous les rapports des institutions internationales, de beaucoup d'institutions financières, où la question de la justice sociale, la question de la redistribution sont des questions qui sont soulevées. Ce sont des questions qui seront toujours existantes, mais pour lesquelles il y a aujourd'hui des réponses pressantes à apporter. Et nous voulons contribuer avec tous ceux qui ont déjà fait des actions en Côte d'Ivoire. Je ne reviens pas sur le fait que vous reconnaissez, vous endossez les acquis, les progrès, les réussites de la gouvernance Ouattara. Votre projet se résume dans la phrase « mettre de l'âme dans le béton qui a été coulé ». Si on devait le traduire en priorité, ce projet, quelles seraient vos priorités si vous accédez à la magistrature suprême? Et mieux peut-être, quelles seraient les 2-3 mesures emblématiques que vous aimeriez mettre en œuvre? Le programme de gouvernement sera connu. Vous n'imaginez pas que quand on vient annoncer sa candidature à la présidence de la République, on n'a pas déjà travaillé sur ces questions, qu'on n'a pas déjà travaillé sur un certain nombre de questions. Donc c'est évident qu'il y a un programme de gouvernement déjà présent et qui sera dévoilé en temps opportun pour des raisons que vous savez, des raisons politiques et d'autres raisons. Mais vous pouvez nous parler de vos priorités, bien sûr, je vous l'ai déjà dit. Je dis l'humain, l'âme. C'est la question d'abord de l'emploi des jeunes. C'est important aujourd'hui. Ça participe même à la stabilité de la Côte d'Ivoire, d'avoir une jeunesse qui a foi en l'avenir, mais qui a une jeunesse qui se sait occupée, se sait utile. Et ça paraît important. Et autre élément très important aujourd'hui, c'est l'éducation. Quand je parle d'éducation, il faut faire la différence entre éducation et puis école. Hein. Aujourd'hui, quand on parle d'éducation, tout le monde pense à l'école. Il faut évoluer, parce que nous fonctionnons comme si nous avons un ministère de l'école. On a un ministère de l'éducation. C'est-à-dire c'est toute la formation de l'âme, de tout un peuple. Ce n'est pas que les diplômes, le bac, la licence. Qu'est-ce qu'il faut changer là? Il n'y a plus même de programme d'éducation populaire. Mais, Monsieur Dinassira, je ne sais pas si certains gouvernements le voient. Est-ce que vous voyez le désordre dans lequel nous sommes aujourd'hui à Abidjan? Regardez les routes. Et quand vous allez dans un pays, l'indicateur de stabilité d'un pays, ce sont les routes. On roule aujourd'hui sur les trottoirs, on roule partout, en sens inverse. Les voitures officielles roulent comme elles veulent. Aucun respect pour les agents de sécurité, policiers, gendarmes, aucun respect pour eux. Pour peu que quelqu'un ait une responsabilité, qu'il soit homme d'affaires, député, ou ministre, ou même dans un cabinet, il met des gyrophares partout. On n'a jamais eu autant de gyrophares dans la Côte d'Ivoire. C'est une question d'éducation. Regardez l'expression dans l'espace public, les réseaux sociaux, dans la télévision. Regardez les mots que les gens utilisent. Regardez cette violence. C'est une question d'éducation. Regardez la relation avec les questions d'effort, d'intégrité, de travail. Tout cela est galvaudé. Donc aujourd'hui, il faut porter l'éducation à un niveau où c'est une masse. Ce qui se passe en Côte d'Ivoire, si cela se passait dans certains pays développés, les gens diraient non, on ne peut pas vivre comme ça. Et il faut que les gens ouvrent un peu les yeux. Ce n'est pas irréversible d'avoir un pays où chacun fait ce qu'il veut. Regardez tout l'effort que le ministère de la Constitution fait pour essayer d'apporter un peu d'ordre quand même dans l'urbanisation de la ville, où n'importe qui fait ce qu'il veut, comme il veut. Mais il y a un problème, tout ça fait partie de l'éducation. Donc il faut maintenant élever la question de l'éducation au-delà de l'école. C'est l'humain, encore une fois. C'est de se sentir appartenir à un pays où il y a des règles que les gens respectent. Mais on ne foule pas aux pieds juste parce qu'on a une parcelle de pouvoir. Et ça crée des frustrations au sein de la population.
Donc c'est ça que j'appelle l'éducation. Ensuite, à côté de ça, il y a la question de la justice sociale et de la justice tout court. Il faut aujourd'hui que les Ivoiriens aient confiance dans le système judiciaire. Tous les débats qui ont lieu amènent à réfléchir sur la question du système judiciaire. Comment y arriver? Je vois aujourd'hui de grandes réalisations en termes de construction. Mais tout ce béton, je le rappelle une fois, toutes ces structures judiciaires qui sont construites ont besoin qu'une haute arme soit à l'intérieur, qui crée cette confiance du citoyen, qui sait qu'il va là-bas parce qu'il a des arguments de sa défense, il va gagner. Mais il semble y avoir, de ce que je lis, de ce que j'entends, un effort à faire de ce niveau. À côté de ça, il y a la question de la démocratie et des libertés. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est un moment où toute vie politique devient problématique. Et cette stabilité de la vie politique, si elle n'est pas encore assurée, on aura toujours des problèmes. On va retarder l'investissement parce que les gens ne sont pas sûrs que le pays va avoir une certaine stabilité. Il faut libérer. Et il y a des réformes nécessaires à ce niveau pour assurer. Et enfin, je vous ai dit, entre autres, je donne quelques points, c'est la question de liberté. La liberté, je le rappelle, c'est le moteur du génie d'un pays. Et la liberté, c'est le moteur du bonheur. Les 3 pays les plus heureux de la Terre depuis 8 années, ce sont la Norvège, le Danemark et l'Islande. Et le premier facteur de leur bonheur, c'est la liberté, avant même que le matériel vienne. Donc la liberté permet de sortir le génie pour créer des entreprises, pour avoir des idées, pour ingénier, pour être dans l'art. Mais où est le manque de liberté, là? Je vous ai dit que les rapports aujourd'hui ne sont pas en faveur de notre pays. Les rapports des organisations qui ont une grande réputation dans le domaine des analyses. Human Rights Watch, Amnesty, vous voyez également le Conseil des droits de l'homme de Genève, la dernière session. Et même, je parlais également de choses d'Afrobaromètre de 2024. Vous avez également la question, je vous ai parlé du rapport Mo Ibrahim. Je dis que ça, c'est des questions aussi qui doivent être revues. C'est important. Ce n'est pas pour un parti. Nous sommes pour la Côte d'Ivoire. Beaucoup s'agitent pour les partis et les chapelles politiques. Nous parlons de liberté pour tout le monde, pour le RHDP, pour le PDCI, pour le PPACI, pour l'UDPCI, pour tous les partis politiques. C'est important que nous consacrions ces libertés pour porter plus haut le développement de la Côte d'Ivoire. Les sujets de préoccupation, les objectifs, les priorités dans un pays en développement sont souvent semblables d'un parti à l'autre, d'un candidat à l'autre, parce que y a des évidences à laquelle il faut répondre et des réalités auxquelles il faut répondre. Et qu'est-ce qui différencie Vincent Toby Irié des autres? Je vous l'ai déjà dit, ça va faire la 3e fois que je le dis. Je dis... L'éducation, c'est la répétition. Voilà. Il faut mettre davantage d'humain et d'âme dans ce que nous faisons. C'est très important. Je ne veux pas dire que c'est un pouvoir de coton qui va venir, qui va caresser tout le monde. Non. L'ordre et la discipline, c'est la base du développement d'un pays. Mais nous voulons un peu plus d'humanité. Et nous voulons que la relation avec le pouvoir change. La relation de l'Ivoirien avec le pouvoir est une relation mortelle. Vous voyez des gens qui sont bien connus sur la place publique, qui insultent, qui détruisent la vie des gens et qui sont applaudis. Mais personne ne se distance parce que ces gens appartiennent à des chapelles politiques. La relation avec le pouvoir doit changer. Regardez un peu ceux qui détiennent des parcelles du pouvoir en Côte d'Ivoire. Regardez même le protocole, les artifices qui entourent. Cette relation avec le pouvoir détruit aussi la vie. C'est pour cette raison que les élections sont calamiteuses, désastreuses et difficiles, parce que nous avons une relation mortelle avec le pouvoir, parce que c'est l'individu qui est au centre, l'omnibulation de sa personne et de ses privilèges. Et ça, il faut que ça change. Vous avez grandi, vous venez d'un milieu populaire, très populaire même. Vous connaissez bien la Côte d'Ivoire et les populations pour les avoir côtoyées, comme vous l'avez expliqué tout à l'heure. Est-ce que vous diriez que vous êtes un candidat du peuple par opposition à d'autres qui représenteraient plus l'élite de la nation? Je n'aime pas trop cette appellation de candidat du peuple, parce que bien sûr, ça fait un peu, ça a un relent populiste, non? Tout le monde, le candidat du RHDP demain, quand il sera désigné, était candidat du peuple. D'ailleurs, le RHDP veut faire un rassemblement de 60 000 personnes au stade MP. Ce n'est pas tout le monde qui réunit 60 000 personnes. On a vu la mobilisation du président Laurent Gbagbo à Dabou et à Abidjan ces jours-ci. On a vu également le monde que draine le président Tidjane Thiam et les autres Bégoudé. Donc, je n'aime pas trop cette acception de candidat du peuple, parce que derrière, il y a toujours des relents de populisme. Mais il y a un côté hors système, puisque vous dénoncez les professionnels de la politique. Oui, mais le candidat du peuple, cette acception n'est pas compatible avec ma vision des choses. Mais je suis un candidat qui voudrait un peu plus d'humain,
un peu plus de proximité avec les populations, moins de mécanismes qui empêchent l'éclosion du potentiel d'une société. Donc moi, je voudrais impulser une politique qui prenne en compte l'infirmier, le journaliste, l'apprenti Baka, comme je l'ai dit, le cultivateur, tous ces laissés pour compte-là doivent pouvoir se reconnaître un jour et dire « Ah oui, d'accord, c'est vrai que c'est difficile, mais on sent quand même qu'on a un certain niveau de protection. » Donc je voudrais être le candidat en qui toutes les populations se reconnaissent, sans être forcément le candidat du peuple. Est-ce que vous pouvez expliquer un tout petit peu, vous avez chuté dans votre vidéo sur ce thème-là, qui ressemble un peu à un slogan ou à un début de slogan de campagne, rendons le rêve possible. Rendons le rêve possible. C'est sous ces auspices-là que vous allez faire votre campagne? Rendons le rêve possible. Nous rêvons d'un pays développé. Rendons ce rêve possible. Des jalons ont été posés. Nous voulons un pays démocratique où on ne fuit pas tous les 5 ans, on ne fait pas des provisions à la veille des élections, on ne chasse pas, on n'exile pas les opposants, on ne muselle pas. On peut créer une démocratie stable. Rendons le rêve possible. Nous voulons un pays où les libertés sont exprimées. Rendons ce rêve de liberté possible. Nous voulons un pays où les problématiques nationales sont discutées dans un esprit d'ouverture. Rendons le rêve possible. Nous voulons créer une gouvernance qui corresponde aujourd'hui à l'évolution du monde, où quand même certains mécanismes permettent l'expression populaire. Rendons ce rêve possible. Rendons le rêve. Tout ce que nous avons en tête, nous pourrons le rendre parce que nous ne sommes pas une seule nation sur la planète Terre. Et il y a des nations qui sont allées de l'abîme, du chaos au sommet. Donc c'est possible. Arrêtons de rêver. Réalisons. Rendons le rêve possible d'une Côte d'Ivoire prospère sur la base de ce que tous les pouvoirs précédents, de ce que tous les régimes précédents ont déjà réalisé. Rendons le rêve d'une Côte d'Ivoire forte possible. Vous avez travaillé, vous me l'amenez également, cette question, dans pas mal de pays, avec l'ONU. Vous avez pu observer la Côte d'Ivoire de l'extérieur, vous avez pu faire des comparaisons. Comment est-ce que vous voyez cela? Quelle est votre vision de la Côte d'Ivoire en Afrique, dans la sous-région et dans le monde? Est-ce qu'elle a un rôle particulier? C'est parce que j'ai eu la chance, par la grâce de Dieu, j'ai eu la chance de travailler à l'extérieur, que je me félicite de ce que je vois en Côte d'Ivoire. Et je le répète, beaucoup a été fait. Et je l'ai cité, j'ai rendu hommage à tous les présidents et au président en exercice, le président Alassane Ouattara. Peu de pays ont l'opportunité de se mettre debout après 15 ans. Mais pendant que je suis fier d'être ivoirien pour ce que je vois, dans le même temps, je vois également des failles dans le système qui peuvent nous faire chuter. J'ai vu des pays, je répète, qui n'étaient rien, qui sont des grands, et ceux qui étaient en haut, qui ont chuté. C'est un travail permanent de consolidation. Et le rôle de la Côte d'Ivoire sera toujours plus grand si nous arrivons à sédimenter nos actifs positifs et à y ajouter tout ce qui nous permet toujours de nous propulser. Et le rôle de la Côte d'Ivoire est important. Vous voyez, la Côte d'Ivoire a une formidable influence culturelle, je dirais, mondiale. Et ça, c'est une valeur inestimable, même sur le plan financier. Donc, maintenons cette image de notre pays-là, sans chercher à rentrer dans des questions de pouvoir qui nous opposent. Et tous ces articles que je vois ces temps-ci ne sont pas réjouissants pour la Côte d'Ivoire. Pratiquement dans tous les organes du monde, vous ne voyez que parler de la Côte d'Ivoire en termes de questions de liberté, de démocratie. Ce n'est pas bon pour la Côte d'Ivoire. Pourtant, nous avons une influence mondiale qui grandit grâce à l'ingéniosité de nos jeunes, de nos artistes, de nos chanteurs, de nos musiciens, de nos cadres, de nos experts. Et donc, la Côte d'Ivoire a un rôle important dans la sous-région, dans le monde. Voilà pourquoi nous devons avoir à cœur, non pas de nous arc-bouter au pouvoir, mais de créer un cadre où l'expression réelle de la volonté du peuple soit ouverte et que nous soyons toujours ce pays modèle-là qui entraîne cette dynamique dans la région. Et donc, la Côte d'Ivoire a un rôle. C'est pour cette raison que nous voulons apporter notre voix à notre petit niveau dans ce débat politique. On fait souvent le constat que les fruits de la croissance sont mal répartis. Donc dans le domaine social, dans celui de la lutte contre la pauvreté, qui a objectivement fait des progrès, dans l'amélioration de l'indice de développement humain. Quelles sont vos critiques et vos objectifs? Je vais revenir encore au principe du projet de société. Je dis il faut verser une âme dans le béton qui a été coulé. Et la question de la redistribution, c'est une des questions. Et je le répète, c'est dans toutes les nations. Aujourd'hui, vous allez dans certains pays où vraiment vous êtes choqués, des pays développés, hein, vous êtes choqués par la misère sociale. Les écarts. Donc oui. ce sont des choses qui
qui peuvent se creuser, mais également qui peuvent se réduire en fonction des politiques qui sont prises. Donc, la question de la redistribution est une question fondamentale, mais sur le plan technique et sur les chiffres, vous aurez le temps, quand nous allons dévoiler notre projet de société, de vous dire exactement quelle est notre contribution. Et vous direz sur quel levier vous allez vous appuyer. Ça va de soi. On ne peut pas aspirer pour à la fois maintenir une croissance soutenue et qu'elle soit bénéfique au plus grand nombre. Vous ne pouvez pas aspirer à être président de la République juste parce que vous voulez être à la tête. Non, je vous ai dit que, et je le répète, la position, le poste, moi, ne m'intéresse pas. Que je sois en haut ou en bas. Ma finalité, c'est la contribution et c'est l'impact. Mais alors, quand est-ce que vous allez dévoiler votre projet? Vous le savez déjà? Oh, mais vous savez, vous avez un timing. Vous êtes aujourd'hui à quelques 5 mois des élections présidentielles. Et vous savez qu'on aura le temps de rentrer dans la profondeur des débats techniques qui sont déjà prêts. Vous reviendrez pour l'exposer, ce projet. Si vous m'accordez les faveurs de votre plateau, je serai très heureux de venir vous présenter tous ces éléments. Et encore une fois, je répète, c'est une contribution parce qu'il y a déjà d'autres personnes, d'autres idées, d'autres intellects qui ont déjà travaillé. Alors restons dans les idées et dans les principes philosophiques pour essayer de comprendre ce que vous voulez faire, comment vous voulez aborder les choses. Nous avons un président de la République et un gouvernement qui sont des adeptes de l'économie libérale. Est-ce que vous pensez que l'économie devrait être un peu plus administrée ou qu'elle devrait être un peu plus dirigée par les pouvoirs publics? En d'autres termes, est-ce que vous êtes pour un État stratège en matière économique ou est-ce que vous êtes pour un État qui met en place les conditions du développement et laisse faire les acteurs? Même dans les pays les plus capitalistes du monde, l'État a un rôle central, important. C'est l'État qui régule toute l'activité économique. Souvent, on s'attarde beaucoup sur les chiffres sans tenir compte de la base. La base, c'est cette stabilité. Donc, l'État assure toute la régulation pour que l'activité se mène librement. Et la régulation, c'est les normes, c'est les principes, c'est la liberté, c'est la démocratie, c'est la confiance en la justice qui conditionne également les activités économiques et le comportement des investisseurs. Et ça, c'est un rôle fondamental. L'État a un rôle régalien d'assurer la stabilité, la force. Et c'est sur cette force que maintenant les activités économiques viennent se greffer. Cependant, dans le rôle régalien de l'État, il y a cette responsabilité de répondre aux préoccupations des humains qui vivent dans cet État-là. Et je répète, en matière de liberté, de démocratie, d'emploi, de sécurité, d'union et de bien-être, de se sentir dans un pays où l'on est protégé. Et donc, je suis pour un État qui fonctionne de façon optimale, sans agression, sans agressivité, qui crée le cadre d'une vie politique, économique, surtout ouverte, et qui, dans le même temps, se soucie de cette masse qui attend que des politiques sociales soient menées pour son bonheur. Voici ma conception de l'État, sans qu'elle soit forcément classique sur les idéologies qui existent. Il y aurait encore mille et une questions à vous poser à ce stade, même si on n'entre pas encore dans le concret de votre programme. Nous nous retrouverons donc forcément pour cela. Je vous remercie infiniment d'avoir accepté d'expliquer le sens de votre candidature, d'ébaucher avec nous les premières perspectives. Je voudrais terminer avec une dernière question, Monsieur Toby Irié. L'un des points importants dans votre vidéo qui justifie votre candidature, c'est l'idée de mettre un terme, et vous y avez fait référence, à la violence, à ce que vous appelez la violence dans la vie politique. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que le climat politique soit assez serein pour que les conditions d'un scrutin paisible, d'un scrutin responsable soient réunies? Non. Je le dis de façon directe. Non, parce que vous le voyez, il y a un réveil des vieux de moi en Côte d'Ivoire. Il y a des tensions qui sont perceptibles. Alors qu'on soit du RHDP, du PDC, du PPAC, du FPI, de l'UDPCI, c'est quelque chose qui inquiète les populations à la base. Et ça peut affecter à nouveau la participation des populations. Et donc, ce n'est pas le climat idéal. C'est pour cette raison que dans la vidéo, je dis, mettons fin à ce cycle. J'ai vu des pays où les élections sont des moments de réjouissance. J'ai vu des pays où des gens quittent le pouvoir, ils mènent une vie ordinaire. Où des gens qui avaient une vie ordinaire sont au pouvoir continu. Essayons d'avoir cette vie-là. Mais il ne faut pas que la petite caste de politiciens professionnels transforme cette belle nation-là en un lieu de compétition où tous les démons se réveillent à tout moment. Il faut les enterrer à jamais. C'est la nation de Dieu.
On ne peut pas continuer à se faire tenter comme ça tout le temps et à se déchirer à cause de l'exercice du pouvoir. On exerce le pouvoir pour impacter le peuple, pour donner une partie de sa vision et pour rentrer dans l'histoire. Mais pas pour l'individu. Et ça, c'est, je le dis autant pour l'opposition que pour le pouvoir. Tant qu'on a ça comme objectif essentiel d'une mission politique, ces tensions, on peut les gérer, on peut trouver une solution. Et tous les États au monde ont eu des challenges, des défis à un moment particulier de leur histoire, mais ce sont assez pour dire, on n'y va pas, on met un terme à ça. Et donc, je souhaiterais que la Côte d'Ivoire soit consciente que ce qui se passe actuellement, ce n'est pas favorable, ce n'est pas bon. C'est une répétition des cycles. Et j'ai parlé un moment, j'ai employé des mots ici, il ne faut pas qu'on ait l'impression que la Côte d'Ivoire est dans un cycle de malédiction électorale, mais pour quelle raison? Alors que nous pouvons l'éviter. Je suis plus préfet depuis 5 ans. Ça ne m'empêche pas de vivre, ça ne m'empêche pas d'avoir une vie ordinaire, d'aller m'asseoir au Garba, d'aller m'asseoir dans quelques maquis, manger ici et là. Mais ça gêne quoi? Vous menez une vie, vous finissez, vous partez, vous venez. Mon expression non plus n'est pas forcément d'avoir un poste où je vais être respecté à cause de mon poste. Il y a tellement de vies. J'ai visité le monde entier depuis mes fonctions. J'ai écrit pratiquement 11 livres, dont 2 restent à publier. J'ai connu tous les continents. Et j'ai connu la Côte d'Ivoire entière chaque année. Il y a tellement de choses à faire, qu'on soit au pouvoir ou pas, qu'il est regrettable qu'on soit là. Ayons ce côté sacerdoce aujourd'hui dans la conduite d'une vie politique. Aimons notre pays, laissons notre nom dans l'histoire par la contribution qu'on apporte à nos populations et non pas par nos individus qui sont en train de détruire, donc je veux dire nos égos, qui sont en train de détruire le potentiel de ce pays. Merci. Merci Vincent Toby Irié. Merci encore d'être venu sur ce plateau. Je vous dis donc à très bientôt. Dieu voulant. Merci beaucoup. Merci de votre écoute. À la prochaine fois.